OK. Alors, on enregistre, c'est officiel. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'adresse à deux groupes de personnes ce matin pour les gens au Québec, puis cet après-midi pour les gens en Europe. Alors, tout premièrement, ben, merci à la communauté de l'Institut IP d'être fidèle au rendez-vous. Bon, je sais bien qu'on est peut-être moins occupé que d'habitude, mais c'est quand même très cool de toujours voir qu'il y a un bon nombre de personnes qui est présent pour les formations continues gratuites que l'on fait à raison de une par semaine et ce, aussi longtemps qu'il y aura un confinement. Bon, la bonne, mauvaise nouvelle, c'est qu'au Québec, on vient d'hériter de 2 semaines supplémentaires, ce qui fait qu'on est en confinement jusqu'au 4 mai. Mais si c'était pour se prolonger davantage ailleurs, je m'implique, en fait, oui, oui, moi, je veux poursuivre les formations à raison d'une par semaine, un peu comme on a fait dans les 2 dernières semaines. Alors ça, c'est pour les gens de IP qui connaissent déjà un petit peu la formule. Bien, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut IP, je vais en profiter pour l'introduire. En fait, l'Institut IP, c'est un institut de formation qui existe depuis maintenant 4 ans, qui a débuté au Québec et qui veut faire le pont entre tout ce qui est thérapie physique et puis performance sportive. Et on fait tout ça avec un angle plus neuro. Donc, on appelle ça de la motricité. La motricité, en fait, ce sont les apprentissages que l'on fait entre 0 et 2 ans quand on réussit à connecter le corps avec les muscles, donc le cerveau avec les muscles, je devrais dire. Et puis cet apprentissage-là, en fait, il va nous permettre de mieux bouger, de mieux penser et de mieux réfléchir pour le restant de nos jours. Donc, l'idée, en fait, c'était d'offrir des formations continues pour les gens qui ont fait les formations de l'Institut IP avec de la théorie puis des outils pratiques qu'ils peuvent utiliser en ce moment en vidéoconférence avec leurs clients ou par la suite, évidemment, quand on aura le droit de prendre un verre tous ensemble, ce qui va être pas mal cool. Et puis, ben, c'est ça. Donc, là, j'ai pensé que cette formation-là sur le stress, c'était une demande de Greg Vellu. Et je pensais que c'était une bonne idée, considérant le contexte actuel. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, pourquoi pas l'ouvrir à tout le monde qui est intéressé. Donc là, bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une formation pour gens qui sont professionnels de la santé, mais c'est ouvert à tous. Je n'ai pas discriminé. Puis on est 72 ce matin. Et 72, on était à 72, oui, on l'est. 72, c'est le nombre de patrons moteurs qui devraient être intégrés entre 0 et 18 mois pour avoir accès à qui l'on est de façon optimale. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on est 72 personnes ce matin. Et puis, pour tous ceux qui connaissent un peu moins l'Institut IP et qui veulent en savoir plus, si vous allez sur le site web institutip.com, vous avez maintenant accès gratuitement à un e-book d'à peu près une vingtaine de pages qui vous donne vraiment les grandes lignes de ce qu'on fait à l'Institut IP. Et je vous le dis comme ça, il y a des formations en ligne qui s'en viennent en langue anglaise. Et dès qu'on peut se revoir, il y a des formations en personne qui sont déjà planifiées. Et j'en profite pour dire que les formations du mois de juin en France ne sont pas encore cancellées. Évidemment, on sera rationnel et logique avec tout ça dans les semaines qui viennent. Mais c'est juste pour dire que jusqu'à maintenant, on maintient le cap pour les formations du mois de juin. Donc, le niveau 3 à Toulouse et le niveau 1 à Strasbourg la fin de semaine d'après. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, pour ce qui est de la Belgique, on était justement supposé avoir fait un niveau 1 en fin de semaine et ça a été remis au 24-25 octobre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Alors, l'intro est terminée, on y va. On est à la page 1, vous voyez bien, c'est écrit motricité versus stress. En fait, c'est une partie 1 de 2 parce que quand j'ai commencé à bâtir la formation, je me suis dit finalement, j'avais quand même pas mal de trucs à dire là-dessus et ça m'évite de me demander ce qu'on va dire la semaine prochaine. Alors, comme de fait, on y va avec un 1 de 2. Alors oui, Joe, tu peux y aller à la page suivante. Merci beaucoup. On va regarder ensemble 3 topos qui vont nous permettre de se diriger vers des exercices à la fin de la présentation. Donc, pourquoi des exercices? Parce qu'à l'Institut IP, bien, on utilise des exercices pour avoir des résultats. Oui, moteurs, mais vous allez le voir aussi sur le stress. Donc, et de 1, je vais définir un peu le stress, mais avec un angle tout particulier. 2, je vais vous parler d'une théorie qui s'appelle la théorie polyvagale qui peut nous aider à mieux comprendre comment le stress, ça fonctionne dans l'organisme.
Et troisièmement, ben, on va regarder quels sont les patrons moteurs, quels sont le type de mouvements que l'on peut maîtriser qui vont nous aider à gérer le stress de façon plus efficace. Parce que oui, on peut méditer et oui, on peut se faire motiver, mais je constate qu'il y a plus efficace que tout ça. Je vais juste regarder. Oui, parfait. Oui, oui, j'ai muté tout le monde. On est bon. Alors, on y va. Oui, merci. À la page suivante. Alors, pour ceux qui suivent avec leur document, on est maintenant à la page 3. Exactement. Donc, ben, à chaque fois que je développe une présentation, je me dis, je vais aller voir un peu ce dont je parle, s'il n'y a pas des définitions, s'il n'y a pas des perspectives qui pourraient un peu me donner une idée de comment présenter le matériel. Et c'est intéressant, j'ai tapé le mot stress sur Google et ce qui est apparu, en fait, c'est la définition que donne la Cleveland Clinic. Alors, je vais vous expliquer un peu c'est qui ces gens-là parce que ce n'est pas tout le monde qui les connaît. Et je me dis, dans le contexte de la formation d'aujourd'hui, quand on est à la recherche de ressources de façon plus large, à savoir, mais en qui on peut avoir confiance, qui on peut écouter, qui a une vision à la limite holistique de la santé, eh bien, la Cleveland Clinic, c'est une clinique médicale qui, à l'intérieur de cette clinique-là, a un département de ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Alors, pour les Européens, la médecine fonctionnelle, c'est de la micronutrition. Aux États-Unis, la médecine fonctionnelle, c'est un mouvement qui date des années, je crois que c'est 80, et qui a été créé par un biochimiste. Et son idée, en fait, c'était de voir au-delà de la maladie s'il n'y avait pas quelque chose à faire au niveau de l'étude des systèmes physiologiques qui pourrait nous laisser comprendre que s'il y a de la maladie, c'est parce qu'il y a eu déjà des difficultés au niveau de la santé, mais tout ça de point de vue plus subtil. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, on dit que c'est du fonctionnel. Donc, la médecine fonctionnelle, elle est là pour regarder la santé des systèmes physiologiques avant même, à la limite, qu'il y ait de la maladie, ou s'il y en a, ben, quand même de regarder de façon holistique comment le système fonctionne. Alors, ces gens-là, ben, c'est intéressant parce que ben, ils vont définir le stress d'une façon peut-être un petit peu plus holistique que ce qu'on peut trouver classiquement. Mais je vous lis un petit peu ce qui est écrit, ou je vais vous le traduire parce que c'est en anglais. Donc, la médecine fonctionnelle à la Cleveland Clinic, c'est une collaboration entre la Cleveland Clinic et l'Institut de médecine fonctionnelle, le IFM. Donc, pour ceux qui sont curieux, vous ferez des recherches et si vous tapez Institute of Functional Medicine, c'est le corps d'enseignement le plus officiel de ce mouvement qui est la médecine fonctionnelle. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres qui sont très bons, mais la particularité du IFM, c'est que son président, c'est un bonhomme qui s'appelle Mark Hyman. Et si vous tapez Mark Hyman sur Google, vous allez voir qu'il a fait un TED Talk absolument brillant où il décrit un peu les faiblesses du système médical actuel, plus conventionnel, plus allopathique, et la raison pour laquelle lui-même, comme patient, il est médecin, mais lui-même comme patient, n'arrivait pas à avoir des résultats optimaux avec sa propre santé, ce qui l'a amené à voir les choses différemment. Alors, c'est écrit ici que les médecins de la clinique de Cleveland, ils vont passer du temps avec leurs patients, ils vont écouter leurs histoires, ils vont développer une ligne du temps, donc une chronologie des événements qui se sont produits dans la vie de ces gens-là pour comprendre les enjeux qui sont présents aujourd'hui. Alors déjà, la notion même de dire qu'un médecin prend du temps pour parler avec un patient, bien évidemment, ce n'est pas vraiment la force du système allopathique et c'est un peu ce que décrit la médecine fonctionnelle. Alors ça, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui existe et ça se déroule à l'heure actuelle un peu partout aux États-Unis. C'est juste que la Cleveland Clinic, c'est peut-être l'endroit où ça se fait de façon la plus structurée, la plus organisée. Alors, on y va à la page suivante, mon ami Joe. On va commencer avec la notion de stress. Vous allez voir la petite image, puis tu peux continuer à la page suivante. Bon, à la page suivante, donc on est à la page 5 pour ceux qui suivent à la maison. On estime que dans les 20 prochaines années, il y aura des dépenses de
et ça, c'est aux États-Unis, 47 trillions de dollars pour la santé. Et au final, ce qui arrive, c'est que ce qu'on dit, c'est que c'est plus ou moins efficace au-delà du fait qu'on dépense beaucoup de sous. On n'a pas nécessairement une résolution de problème. Et c'est un peu ce que dit Mark Hyman, vous le voyez ici à droite, qui est le directeur du Centre de médecine fonctionnelle pour la Cleveland Clinic. Pour ceux qui ne savent peut-être pas trop c'est qui Mark Hyman, si on va à la page 6, ça va peut-être vous dire quelque chose si on vous dit qui sont ses patients. Donc, vous le voyez ici en plein centre de l'écran, Mark Hyman qui donne son fameux TED. Et c'était dans l'édition de ce qui s'appelle le TED Med. Alors, le TED Med, c'est un TED que pour la médecine. Et puis, comme de fait, Mark, je crois qu'il en a fait même plus qu'un. En date d'aujourd'hui. Eh bien, deux des patients les plus populaires ou les plus connus de Mark Hyman, ce sont les présidents américains Bill Clinton et Obama. Alors, c'est pour vous dire que quand même, ce médecin-là, il est ultra connu, non seulement par le public, mais il est aussi ultra respecté par la communauté scientifique. Et je ne sais pas comment il réussit à faire ça, mais il est très critique du système en place et pourtant, il est quand même invité dans toutes les grandes chaînes de télé. C'est un auteur grand public qui a connu beaucoup de succès avec de nombreux livres. Et pourtant, moi, je l'ai vu en personne donner une conférence à New York il y a quelques années. Ça ne l'empêche pas d'être virulent, d'être intègre, d'être critique. Et je me dis, je ne sais pas comment il réussit. Il doit avoir de très bons avocats à la limite. Mais c'est pour vous dire que c'est un peu ce qui se passe au niveau de ce qui s'appelle la médecine de façon plus large en Amérique. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, je pense que c'est nécessaire de vous exposer à tout ça. On va aller à la page 7. On en vient finalement à la définition du stress de ces gens-là. Et là, peut-être que ça devient plus pertinent de vous dire comment on voit le stress à la Cleveland Clinic. Je vais vous lire en anglais avant de le traduire. Stress is a normal reaction. Donc, déjà, on dit que c'est une réaction qui est normale du corps lorsqu'il y a du changement. Donc, déjà, en soi, il n'y a rien de trop négatif quand on regarde cette définition-là, parce que le changement, c'est l'adaptation, c'est la vie. Donc, ça serait normal qu'il y ait du stress. En fait, on peut le voir aussi comme ça. S'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'activité cérébrale, il n'y a pas d'activité métabolique. Et en fait, l'absence de stress, c'est la mort. Après, c'est une question de dose, vous allez me dire, et ça, je suis parfaitement d'accord. Alors, je poursuis la définition en anglais. It can respond to these changes physically, mentally or emotionally. Alors là, le stress qui est le plus imposant dans nos sociétés, dès qu'on dit le mot stress, ce à quoi les gens pensent, d'après moi, à tort, trop souvent, c'est le stress émotionnel et peut-être mental. Mais le stress physique, on considère souvent qu'il est la conséquence du stress mental ou émotionnel, surtout en période, on peut dire, de crise. Je pense que le mot est quand même choisi correctement, où les gens se demandent un peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on met beaucoup d'emphase sur le stress émotionnel et mental et avec raison. Maintenant, notre capacité à s'assurer que le niveau de stress reste acceptable pour pouvoir bien performer, eh bien, il y a peut-être une composante physique plus imposante dans ce portrait-là qu'on veut bien souvent le dire. Donc, ce que j'ai écrit comme note dans le bas de la diapo, c'est que si on étudie l'évolution de l'être humain, ça nous indique en fait que la réalité physique, elle est la plus primitive de toutes les réalités qui sont discutées dans la définition de stress de la Cleveland Clinic. À savoir que le cognitif et l'émotionnel se sont développés, oui, en parallèle, mais surtout en second lieu. C'est-à-dire que si on retourne jusqu'aux premières espèces qui ont vécu et qui étaient des espèces vivantes sur la Terre, eh bien, avant même d'avoir la capacité à réfléchir ou à ressentir quelque chose, on était en présence d'organismes physiques qui déjà pouvaient déployer un comportement et répondre à des situations de stress. Alors, autrement dit, on n'a pas à ressentir du stress pour être capable d'y réagir. Et peut-être qu'à ce moment-là, il faut mettre l'accent dans la gestion du stress, sur notre capacité à y réagir au-delà de l'effet psychologique qu'il peut avoir, qui est de toute façon, et là on peut le dire, adaptatif et
secondaires. Donc, oui, le stress émotionnel, c'est important. Oui, il faut parler. On sait que le langage est très important pour la résolution de problèmes, pour l'activation des zones du cerveau qui vont nous permettre de résoudre des problèmes. Sauf que la réponse du corps physique, elle, est peut-être encore plus importante. Elle est de toute façon primaire. Alors, je vous amène à la diapo de la page 8. Exact. Alors, si on regarde l'évolution de l'espèce et qu'on commence au tout début du tout début, parce que moi, si je suis pour me poser des questions, j'aime aller voir la source ou le truc le plus ancien, eh bien, il faut retourner en fait 3,8 milliards d'années. Ce n'est pas millions, c'est milliards pour commencer à comprendre comment et pourquoi nous, on se comporte. Alors, c'est périlleux, mais je pense que c'est nécessaire si on veut développer des stratégies qui sont intelligentes et efficaces. Donc, les premières espèces vivantes qui sont les bactéries et les archées, entre autres, elles ne possédaient pas de système nerveux. Donc, c'est intéressant parce que, bon, à l'Institut IP, on est fan numéro 1 du système nerveux parce qu'on sait que le mouvement chez nous, au bas mot, passe par le système nerveux, mais il faut comprendre qu'il y a déjà eu mouvement et il y a déjà eu comportement chez certaines espèces et il n'y avait pas de système nerveux. Donc, nécessairement, il faut en faire cas. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous fait dire que le comportement, au final, il n'a rien de très cognitif et il n'est surtout pas de question d'émotion, même s'il y a une gestion de l'état des choses. Alors, bon, si on regarde un peu le dessin que je vous ai mis, Luca, en fait, Luca, c'est un être hypothétique, c'est une cellule hypothétique qui représente, en fait, la première cellule qui aurait vécu sur la Terre. Alors, comme je dis, c'est hypothétique et on a donné un nom à cette cellule-là, on l'a appelée Luca. Eh bien, Luca, elle donne tout. Luca, elle est encore présente en nous aujourd'hui parce que nous, on est le résultat de ce qui s'est fait sur 3,8 milliards d'années. C'est juste qu'on a ajouté, ajouté des systèmes, on a accumulé et on est peut-être plus compétent, mais au final, on a quand même en nous tout ce qui s'est fait avant. Alors, vous voyez, Luca, il y a différentes branches à cet arbre-là. Luca va donner les bactéries, va donner les archées et va aussi donner les eucaryotes. Ben, les eucaryotes, pardon, vont donner le règne animal et puis le règne animal va se développer, va donner les êtres humains. Donc, ça vient plus tard. Vous voyez, c'est en vert. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de regarder un petit peu comment que les bactéries et les archées vont se comporter parce que, comme de fait, il va y avoir un comportement et vous voyez quelque chose de bien particulier. Les bactéries, si vous suivez jusqu'en haut à droite, vous allez voir qu'elles ont, à partir d'un certain moment donné, développé les mitochondries. Donc, la respiration cellulaire, la notion de produire, merci beaucoup Joe, c'est gentil, ouais, la notion de produire de l'énergie, en fait, c'est encore plus primitif que la notion d'avoir un système nerveux qui fonctionne bien, qui est bien câblé. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que quand on entreprend des gens dans le contexte d'un programme de motricité, c'est ce qu'on fait à l'Institut IP, ben, s'ils ont des difficultés à produire de l'énergie, s'ils ont une mitochondrie qui n'est pas super efficace, ça va nécessairement jouer sur le résultat final. Et c'est pour ça que si c'est vrai qu'on doit dire que tout le monde peut bénéficier d'un programme axé sur la motricité, il faut aussi dire que tout le monde peut bénéficier d'un programme axé sur l'optimisation des fonctions métaboliques. Et tout ça, ça passe beaucoup et surtout par la nutrition, les compléments alimentaires, mais par la gestion du style de vie aussi. Et tout ça, ça a un effet sur la fonction mitochondriale. D'ailleurs, en médecine fonctionnelle, je vous dirais qu'ils en font quasiment, et peut-être bien à raison, une obsession de cette fonction mitochondriale. Et quand on voit à quel point c'est ancien, c'est encore plus ancien que le système nerveux. Alors, d'un point de vue clinique, je l'ai dit des fois dans certains cours, mais c'est bon de le répéter, à savoir qui a absolument, par exemple, besoin d'un support au niveau mitochondrial, eh bien, ce sont les individus qui, lorsqu'on leur demande de faire un exercice, à force de répéter, ces gens-là, ils s'empirent. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut dire que souvent, si on demande à quelqu'un de faire quelque chose de façon répétée, ils vont s'améliorer parce qu'ils l'apprennent. Mais les gens qui ont une dysfonction mitochondriale, ça, c'est des notions que j'ai apprises en neurologie fonctionnelle, c'est que finalement, même si on leur demande de répéter, bien, en fait, ils répètent, mais ils se fatiguent tellement vite
que si c'est une activité neurologique qui est difficile pour eux, ils ne vont pas s'améliorer, ils vont se dépérir. Et ça va se voir à l'intérieur de même 1 minute. Donc, on n'a pas à faire des tests pendant des heures pour voir ça. Quelqu'un qui ne peut pas s'améliorer dans le contexte d'une tâche motrice, quand même à niveau, mais assez simple, qui est le prérequis pour tous les mouvements complexes qu'ils font de toute façon dans leur vie de tous les jours, bien, il faut penser que ces gens-là, c'est absolument nécessaire, je considère, en date d'aujourd'hui, qu'ils aient accès à une façon d'améliorer l'état de leur mitochondrie. Et on sait qu'il y a un paquet de programmes qui existent et ce n'est pas du tout ma spécialité, donc je n'embarque jamais là-dedans. Mais il y a des gens dans le groupe qui font aussi en nutrition. Il y a des gens qui font en diète plus cétogène, d'autres qui font de la médecine fonctionnelle. Donc, après, il faut demander à ces gens-là un peu qu'est-ce qu'ils en pensent puis comment ils voient la chose. Je n'embarque jamais dans cette discussion-là parce que moi, je pense encore qu'une pomme par jour, puis on ne va pas voir le médecin. Donc, après, après c'est toujours un peu plus complexe. On s'en va à la page 9. On peut alors penser que le stress physique est particulièrement important dans l'équation de l'homéostasie, comme la sécurité physique est, pour tout organisme, la principale préoccupation. Alors, c'est ça l'idée, c'est que ce qu'on sait, c'est que des bactéries qui n'ont aucune réelle intelligence sont capables de se positionner de façon avantageuse pour la survie. Et pourtant, ce comportement-là, il se fait, on l'a dit, sans l'intervention d'un système nerveux. Alors, la notion de pouvoir se positionner, je pèse bien mes mots, elle vient au-delà de la réflexion, elle vient au-delà de l'émotion qu'on peut ressentir à dire qu'on va ici ou qu'on va là. Et donc, la priorité numéro un pour tout organisme vivant, ça inclut les êtres humains, c'est d'assurer l'intégrité physique de son corps pour pouvoir respirer et se reproduire. Et si on se reproduit, ben on permet à l'espèce de se poursuivre. Et c'est un peu ça, en fait. C'est un peu philosophique, mais c'est peut-être un peu ça déjà le but de la vie. Après, on peut ajouter à tout ça la performance, les squats, le fait de gagner un match de foot, mais c'est quand même secondaire sur ce que je viens de vous énumérer. On va aller à la diapo à la page 10. Maintenant, ça, vous les connaissez, mais il y a quand même une audience assez variée et je voulais m'assurer que pour tout le monde, ça soit quand même assez clair. Quels sont les signes cliniques de stress? Et ça, je les ai pris directement aussi du site web de la Cleveland Clinic. Alors, c'est quand même varié et c'est ce qui fait que souvent le stress, c'est un peu mal géré par le corps médical parce qu'en fait, ce n'est pas en soi une maladie, même si on reconnaît un paquet de signes cliniques qui sont en soi des motifs de consultation. Donc, quand on développe une approche holistique pour gérer le stress, on aide un paquet de monde. Et puis, l'idée, c'est de le faire, comme on le dit, de façon complémentaire, entre autres à cause de l'importance relative du facteur mitochondrial, qui n'est sûrement pas le seul d'un point de vue métabolique, mais c'est celui sur lequel j'ai accroché récemment, donc je vous en parle. Donc, les signes cliniques du stress, il y a les étourdissements, les douleurs généralisées. Ça, c'est important pour les gens chez IP. Donc, les douleurs généralisées, ce sont des douleurs qui sont souvent bilatérales, qui sont plus ou moins précises, qui ont plus ou moins d'horreur et qui ont d'horaire, oui, peut-être qu'ils ont un peu d'horreur, mais ils n'ont pas d'horaire, et qui ne sont pas vraiment non plus en lien avec des mouvements particuliers. C'est des douleurs qui sont difficiles à décrire, qui ne suivent pas un trajet particulier qui est reconnu comme étant un trajet neuro, un trajet vasculaire. Donc après, ce sont des douleurs qui sont peut-être plus en lien avec justement un système métabolique qui fonctionne pas très bien, donc de l'inflammation systémique. Et il y a des marqueurs qui existent pour quantifier tout ça. S'il y a des gens qui écoutent et qui veulent partager sur le chat, allez-y. De toute façon, je prendrai les questions dans quelques secondes. On pourra en parler parce que ça non plus, je ne m'y connais pas. Il y a les maux de tête, l'indigestion et le reflux, l'augmentation ou la perte d'appétit. Il y en a qui réagissent d'une façon ou de l'autre. L'augmentation du rythme cardiaque, ce qui fait qu'on vit beaucoup trop vite et pas assez longtemps à ce moment-là. Et aussi les paumes de mains qui peuvent être moites. Alors, tout ça, c'est des réactions du système nerveux orthosympathique pour les Français ou sympathique pour les Québécois, même si ça n'a rien de très sympathique, cette réponse de stress. Alors, si on va à la page 11,
Alors, ça aussi, ça vient directement du site de la Cleveland Clinic. Et j'ai fait exprès de stipuler, bon, ben, c'est très bon, hein, ce qu'on écrit là, tout est bon. Puis même, tout est vraiment très, très bon. Mais vous voyez que dans le portrait même très holistique de comment on devrait ou on pourrait gérer le stress, on n'a pas parlé de motricité à la Cleveland Clinic encore. On le fera un jour, comptez sur moi. Mais on parle de techniques de relaxation comme la méditation, le yoga et le tai chi. Et c'est vrai que c'est super bon, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que faire du yoga, du tai chi ou de la méditation, ben, en soi, si ça permet de réduire le stress sur le champ, ce ne sont quand même pas des stratégies qui nous permettent de développer des façons de mieux vivre. Et ça, c'est l'adaptation qui fait qu'au courant des années, au courant des milliards d'années qui font qu'on est ici pour en parler, ben, c'est quand même que le tai chi, la méditation et puis le yoga, ce ne sont pas des méthodes en soi qui nous permettent de développer des meilleures stratégies de survie. Ce sont des méthodes tampons. C'est un peu comme des diachylons ou comme on dit au Québec, des plasters. Et des plasters, ça peut être vraiment pratique quand on saigne pour arrêter le saignement. J'allais dire l'hémorragie, mais ça, c'est un peu dramatique. Mais après, il faut trouver le moyen de ne pas se couper. Et c'est ce qui me fait dire que des techniques palliatives comme le tai chi, le yoga, la méditation, même si c'est très bien, ça ne peut pas être vu en soi comme des solutions. On le dit, hein, ici, ce sont des tips for reducing stress. Donc, ce sont des conseils, des suggestions pour réduire le stress. Je ne vous dirais pas qu'avec une approche de motricité, on l'élimine. De toute façon, l'idée, ce n'est pas de l'éliminer parce que s'il n'y a plus de stress, on est mort. Mais je pense qu'on peut avoir un meilleur gain sur les augmentations de stress qui, elles, causent des symptômes que de par des méthodes qui sont là vraiment pour agir de façon un peu plus symptomatique, un peu plus superficielle, au bas mot. Parfait. Alors, ça, c'était la section sur le stress. Je vais regarder déjà s'il y a des commentaires sur lesquels je peux commenter avant d'ouvrir les micros. Bon, oui, notre médecin intérieur, Bastien, en fait, c'est un bonhomme avec qui j'ai eu la chance de travailler au Québec, qui est le docteur Gaétan Brouillard, qui a fait que des bonnes choses dans sa vie d'un point de vue professionnel. En tout cas, ça, c'est clair. Un médecin qui a 35 ans de métier, qui travaille encore, qui a écrit au Québec, son livre s'appelait La santé repensée, mais il a été baptisé autrement en France. Ça s'appelle Notre médecin intérieur. Et puis justement, Dr Brouillard, ça a été le premier médecin au Québec à pratiquer en médecine fonctionnelle, raison pour laquelle je m'étais aligné pour travailler avec lui. J'ai beaucoup, beaucoup appris avec Dr Brouillard et comme de fait, son livre, ça vaut le coup. C'est très holistique, c'est très général, mais je pense que pour plusieurs, surtout pour les gens qui ne font peut-être pas partie de la communauté IP, mais qui sont intéressés à la santé, donc pour ceux qui sont au Québec, n'hésitez pas, ça s'appelle La santé repensée. Et puis, pour ceux qui sont en France, ça s'appelle médecin intérieur. C'était quoi au juste? Notre médecin intérieur. Alors oui, merci Bastien. Si j'ai pris la photo, Matt, il va falloir que tu me dises de quelle photo tu parles, mais j'allume les micros dans 2 secondes. Les vertiges, Laurent, tu as absolument raison. Les vertiges, c'est une source, c'est une conséquence du stress. Francis qui fait du lobbying parce qu'on parle de Tai Chi. Ouais, ben Francis, je ne sais même pas s'il est avec nous, mais en fait, c'est vrai pour ceux qui ont vu le cours 2 à Toulouse. Oui, c'était à Toulouse, le cours 2, il y a de ça un bon bout de temps. On avait fait du tai chi, puis il y avait énormément de mouvements en tai chi qui étaient en fait des mouvements qui travaillaient différentes zones du système nerveux. Donc, c'était un super complément. Thomas, pourquoi pas de stress, donc pas de vie? Alors, ça, c'est important. Donc, Thomas, en fait, s'il n'y a aucun stress, alors aucune demande du système, ce n'est pas la mort immédiate, mais en fait, c'est que ce que ça donne, c'est que les systèmes physiologiques, ils ont pu à travailler. Et à partir du moment où les systèmes physiologiques ne travaillent plus, il y a un ralentissement, puis un ralentissement ultime et absolu, c'est la mort. Donc, pas de stress, pas du tout de stress. En fait, on pourrait dire pas d'activité. Pas d'activité. Pensez aux personnes âgées qui meurent lentement, mais sûrement parce qu'elles arrêtent de bouger. Entre autres, souvent, elles arrêtent de bouger parce qu'elles ne sont pas capables de bouger. S'ensuit un déclin souvent cognitif et émotionnel, à peu près toujours dans cet ordre-là d'ailleurs. Donc, en fait, c'est le manque d'activité qui mène à la mort. C'est juste que le stress, c'est de l'activité. C'est que souvent, nous, on dit stress puis on pense que c'est négatif. En soi, ça ne l'est pas.
S'il y en a trop, peut-être, on l'a vu, mais en soi, c'est pas méchant. Alors oui, Benjamin, par rapport aux personnes qui somatisent beaucoup et qui ont du mal justement avec la méditation, vers quoi tu les dirigerais? En fait, je les dirige vers ce qui fonctionne pour eux déjà dans un aspect gestion. Donc oui, la méditation, c'est sûr, parce que c'est même démontré, il y a des preuves scientifiques que la méditation fait baisser le stress et qu'elle fortifie le cortex préfrontal, qui, lui, va nous aider dans la régulation de l'organisme de façon très générale. Donc, c'est super. Après, je leur propose une option, une optique motricité, comme on apprend chez IP, parce que ben, c'est là où on va voir dans la section suivante comment faire baisser le stress de façon physiologique par des systèmes qui nous ont permis d'évoluer et pas des solutions tampons qu'on a à peu près un peu inventées. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on va voir tantôt. Donc, la photo à la page 9, si c'est moi qui l'ai pris. Écoute, je retourne à la page 9, Matt. Je ne sais pas c'est laquelle. Page 9. Non, c'est pas moi qui l'ai pris. Je suis beaucoup trop heureux pour ça. Euh, J'aimerais dire que c'est moi qui l'ai pris, mais non, non, c'est pas moi. Vous avez en France, je crois qu'il s'appelle Alain. Vous me donnerez son nom dans le chat, mais le mec, il fait de l'alpinisme, là, mais vraiment là, de haut niveau. Là. Il fait tous les édifices, les plus grands édifices du monde sans protection. Là. Donc, lui, il aurait fait ça, mais moi, non. Moi, mon système vestibulaire, c'est ma faiblesse. Donc, je ne suis pas à veille de faire ça. Oui, c'est ça, ouais, le Tai Chi à Bordeaux, ça, on s'en souvient. Ah, c'est une superbe collaboration parce que moi, c'est des trucs que je ne connais pas qui ont qui ont vraiment des effets super intéressants. Puis, il faudrait développer un petit cours en ligne, justement. Ça serait quand même très bien, surtout qu'on a le temps en ce moment. Donc, si tu es là, ouais, ça serait quand même pas pire, Francis, on pourrait faire ça. En fait, oui, Julien, le stress, c'est un stimulus. Et ça, en soi, c'est pas négatif. C'est important à avoir comme discussion parce que, surtout en ce moment, on dit stress puis les gens voient automatiquement la connotation négative. C'est pas le cas. Est-ce qu'on peut aussi parler, Matt, il me demande, du même stress pour le stress mécanique comme on parle en physio? En fait, mais tu sais, un stress mécanique en physio, c'est parce qu'on dit que ça mène à une pathologie, donc c'est pas bien. Mais le stress mécanique, au-delà du fait que ce soit en physio ou peu importe, mais le stress mécanique, c'est aussi ce qui permet l'activité du système nerveux central et ça permet la vie. Et l'activité du système nerveux central, ça va permettre la régulation du stress à l'intérieur de l'organisme. J'y arrive tantôt dans la théorie polyvagale. Donc, en fait, le stress mécanique, il est souhaitable. Maintenant, c'est comme toute autre chose. S'il est trop absorbé à droite et pas assez à gauche, s'il est trop fréquent, s'il est trop souvent, si l'intensité est trop importante, ben là, oui, ça mène à des plateaux. Mais en fait, le stress mécanique, oui, c'est une des formes de stress. C'est celle qui m'intéresse le plus parce que c'est celle qui a le plus d'impact positif ou négatif sur les systèmes. Et par la suite, le stress cognitif et émotionnel sont adaptatifs sur celui-là. Donc, oui, alors Quentin qui dit c'est un peu le même principe du utilise-moi ou perds-moi. C'est exactement ça. Et ça, c'est à tous les niveaux, c'est vrai pour tous les systèmes. Alain Robert, c'est ça son nom, c'est Alain Robert. Alors, vous irez voir ses profils sur les médias sociaux. Si jamais vous vous emmerdez dans votre vie et vous avez l'impression que vous n'accomplissez pas grand-chose, vous allez être d'autant plus confirmé quand vous regardez Alain Robert parce que ben, je pense qu'il n'y a pas un édifice au monde que ce gars-là, il n'y a pas gravité, escaladé, monté. Cyril dit augmentation ou perte de poids, augmentation du rythme cardiaque. Même moi, tout ça, ça me fait penser à un problème de la thyroïde. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le stress et la glande thyroïde? Absolument, mais j'y connais absolument rien, donc je ne m'aventurerai pas là-dedans. Mais oui, il y a des gens formés, calés en nutrition qui vont pouvoir vous répondre. Mais oui, c'est définitivement en lien quand même. Du coup, ça sera la surstimulation qui génère une réponse su-inflammatoire qu'on ne compenserait pas. C'est un peu ça, en fait. C'est qu'une surstimulation, c'est qu'une surstimulation si on ne peut pas la gérer. En soi, une surstimulation, ça n'existe pas, mais c'est la réaction du corps et après ça, les mécanismes de défense qui vont se mettre en place qui sont intéressants. Le stress est négatif lorsqu'il est trop ou au-delà de notre adaptation
Vlad, c'est exactement ça. Jonathan qui dit Matt, en quoi le sommeil diminue le stress? Je ne m'y connais pas, donc je n'irai pas répondre à ce niveau-là. J'ai beaucoup d'études là-dessus où ça vient stimuler les ondes cérébrales qui permettent d'équilibrer le système nerveux neurovégétatif. Ouais, bon, j'en parlerai pas plus ici parce que c'est ultra spécifique ce que tu m'as demandé ici, Joe, mais pour le sommeil, il y a des gens qui sont plus calés là-dedans qui vont te répondre. Donc, je les laisserai intervenir. D'ailleurs, il y en a, je pense, qui écoutent même en ce moment. Donc, oui, je ne m'aventurerai pas dans ça. Et il y a Hans qui dit, si on stresse, est-ce que ça ne serait pas justement parce que nous ne sommes pas exposés à suffisamment de stress? En fait, on n'a pas besoin de stresser. Ça n'existe pas de se faire du stress. On ne fait que répondre à des stimuli. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, déjà, ça prend un stimuli entrant. Et les gens qui disent, moi, je me fais du stress, en fait, ça, c'est parfaitement faux. Ça n'existe pas. Le cerveau ne peut pas inventer ce qu'il n'interprète pas. Donc, pour être stressé, ça prend un stimuli. Maintenant, est-ce qu'il est bien géré ou non? Ça, c'est notre paire de manches. Est-ce qu'on a l'habitude de ce stimulus en particulier ou non? Il y a du conditionnement qui se fait là-dedans. Gérer du stress, c'est quand même complexe. Mais c'est pour vous dire que dans le contexte de la formation d'aujourd'hui, l'idée, c'était de mettre en place que déjà, un, le stress, ce n'était pas mauvais en soi. Deux, il y a une réponse de l'organisme au stress qui est importante, qui est en fait capitale. Le stress est nécessaire pour la survie. Il a toujours fait partie des meubles. On ne peut pas penser qu'on a évolué sur 3,8 milliards d'années sans stress. 99% des espèces qui ont vécu sur la Terre sont extinctes en date d'aujourd'hui. Et on pense beaucoup et souvent aux dinosaures. Bien, il y a eu un moment donné où les ressources étaient limitées et tout organisme qui pesait plus de 60 livres, donc 25 kilos environ, ben, elle ne pouvait pas survivre. Et ça, c'est arrivé lorsque les dinosaures ont été extincts. Donc, c'est pour dire que souvent, on dit, oui, mais est-ce que la Terre va pouvoir nous supporter? La Terre va sûrement être là après nous. Et de penser que nous, on est la finalité, je pense que c'est un petit peu arrogant. Mais donc, c'est ça. Après, le stress, on ne se l'invente pas, il est présent. Et l'idée, c'est d'être plus efficace pour le gérer. Et oui, on peut faire de la psychothérapie, on peut faire du tai chi. En fait, déjà, le tai chi, c'est physique. On peut faire de la méditation, mais une approche motrice, vous allez le voir dans la prochaine section, d'après moi, va davantage aux causes de la gestion du stress. Alors, je pense que Julien ici qui commande, du coup, est-ce qu'on n'utiliserait pas le stress comme un abus de langage pour… Oui, est-ce que… Non, non, c'est pas un abus de langage de dire qu'on a du stress parce que, en fait, je pense que c'est l'interprétation qu'on fait du mot stress. C'est qu'en fait, Julien, il dit, est-ce qu'on ne fait pas un abus de langage pour une forme d'incapacité à gérer un flot d'émotions? Déjà, il faut comprendre que les émotions appartiennent qu'aux êtres humains et le stress existait avant. Donc, ça, c'est un peu mélanger les concepts. Alors maintenant, pour l'abus de langage, parfaitement d'accord. C'est-à-dire que le stress en soi, ce n'est pas négatif. Mais bon, ce n'est pas un abus de langage, c'est une fausse interprétation qu'on en fait. Et je pense que déjà là, à le dire comme ça, on est moins stressé. Et si ça peut servir, ça ne sera pas mauvais. Alors, je vais donner l'accès à la parole à tout le monde pour être sûr qu'on couvre tout avant de passer à la section suivante. C'est des bonnes questions, ça. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions verbales que vous voulez poser? Alors, on est 85, alors à main levée. S'il y a quelqu'un qui a une question, on y va maintenant. Alors, je vais faire de la pub pour… on a ici au Québec un mec qui s'appelle François Lambert, qui est un entrepreneur et qui, à chaque matin, fait une chronique pour un peu donner sa version des faits, entre autres sur l'économie, sur la politique. Et puis, à chaque matin, pour encourager les producteurs de café québécois qui finissent le produit au Québec, ben, ils présentent un café en particulier. Moi, je vais vous parler du Juste besoin d'avoir le lien. Coffee Mood. Alors, Coffee Mood, c'est un café qui est à Perpignan, qui est un café d'un de mes amis, vous devriez tous connaître, Baptiste. Ben, Anthony m'a donné une tasse du Coffee Mood. Et voyez ce que ça dit ici. Alors, Depresso, ce sentiment qui m'envahit quand je manque de café.
Alors, ça, c'est pas un espresso, c'est un dépresso. Ça, c'est quand il manque de café. Alors, pour tous ceux qui ont des questions, avant que je dise plus de trucs qui ont vraiment rapport, Tu veux faire un on est live bon? avec toi, poser peut-être une question. Question, ça va être très Bon, ben, alors, je vais les fermer les micros, il n'y a pas de souci. Et puis, si Matt, vous avez des Ouais, questions, j'avais une question, Matt. Pourquoi il parle? oui, vas-y. Alors, pour tous ceux qui ne parlent pas, comme il y a une question, si c'est possible pour vous de fermer les micros, c'est juste qu'on entend alentour. Puis, c'est pas méchant, c'est juste que ça nous empêche de bien comprendre des questions. Alors, si tout le monde peut fermer les micros, à part Matt qui a une question. Comment ferme-t-on les micros? Ça, c'est une très bonne question. En bas à gauche. En bas à gauche, oui. Pour tout le monde, en bas à gauche dans votre écran, ça dit qu'on peut fermer les micros. Le meilleur, c'est quand ça parle, parce que c'est des exemples. Alors, Matt, vas-y avec ta question pendant que les gens ferment le micro. Je ne sais pas si on m'entend bien. Est-ce qu'on peut activer un stress positif pour créer une production hormonale et du coup augmenter la performance sportive, par exemple? Est-ce qu'on peut se Je ne crois retrouver pas dans un au état de stress stress positif? positif ou négatif, un peu comme je ne crois pas aux émotions positives ou négatives. Alors, si c'est possible pour les gens de fermer les micros, s'il vous plaît, c'est en bas à gauche. C'est quand même un peu chaotique. Je sais qu'on est 83, mais ouais, alors on y va. Ça fonctionne aussi bien que la distanciation sociale, hein, tout ça. Matt, tu peux muter tout le monde, Matt, et puis Oui, tu as bien ça, raison. Pendant que je réponds, tu as bien raison. Une partie des têtes de fou de la pompe. Ah, mignonne. Alors, je viens d'enlever le micro de tout le monde pour répondre à la question de Matt. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Donc, comme je disais, ça fonctionne aussi bien que les consignes de distanciation sociale. Quand les gens font du jogging, ils sont 6 collés l'un sur l'autre. Bravo les champions. Alors, vous savez qu'au Québec, on est encore un peu frileux, hein? On vient de commencer à donner des contraventions parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi de se distancier. Mais bon, on va y arriver tout le monde ensemble un jour ou l'autre. Alors, pour répondre à la question de Matt, c'est intéressant parce que je sais qu'il y a un terme qui existe qui s'appelle eustress. Et du eustress, c'est du stress positif. Je n'arrive pas à comprendre ce concept-là parce qu'en fait, déjà, le stress en tant que tel, c'est que pour le système nerveux, chez l'être humain, un stimulus. Et ce stimulus-là, il faut qu'il soit interprété. Donc, il y a deux niveaux d'interprétation par l'organisme. Il y a un niveau non conscient qui va se faire au niveau des réponses physiologiques. Alors, à partir de ce moment-là, ce stress-là, s'il est néfaste pour la survie, il est automatiquement négatif et l'interprétation consciente et cognitive va se faire par la suite. Bon, elle se fait 90 millisecondes par la suite. Vous allez me dire c'est rapide, mais c'est quand même en deuxième temps. Ce qui nous fait toujours dire que l'émotion est adaptative sur le besoin de survie parce que le besoin de survie n'appartient pas à l'être humain, il appartient à l'organisme. Et à partir du moment où l'organisme réagit déjà à un stimulus, après que nous, êtres humains très intelligents que l'on est, on commence à dire ça c'est un stress, ça c'est un mauvais stress, ça c'est une émotion négative ou positive. L'organisme, à notre insu, a déjà pris cette décision-là pour nous. Donc, après, dépendamment de pensez aux gens qui sont sadomasochistes. C'est un exemple super pertinent parce que, en fait, c'est quand même qu'il y a de la douleur d'associer à tout ça. Et pourtant, au-delà de la douleur qui est ressentie à un premier niveau, on va dire de la nociception, parce que la douleur, c'est déjà l'interprétation de la nociception, ben, c'est quand même qu'il y a des gens pour qui c'est quelque chose qu'ils recherchent, qu'ils veulent faire, et à la limite, ça crée des réactions qui sont, pour eux, positives. Alors après, je ne suis pas ici pour discuter des goûts des gens, mais c'est quand même particulier que de la nociception peut donner quelque chose qui est émotionnellement codé comme bon. Donc, après, tu comprends que pour moi, le E-stress, là-dedans, j'y arrive plus parce que, ou le concept d'émotion positive ou négative, parce que ça devient tellement quelque chose à être interprété de façon individuelle et qui, des fois, va même au-delà de la physiologie humaine qu'après, maintenant, de se mettre dans une zone et de visualiser et de penser à ce qu'on va faire, on sait que ça active déjà les ondes. On sait que la visualisation va activer les ondes motrices. Ce qui fait que, à partir de ce moment-là, on va être plus câblé pour faire une activité. Donc ça, en fait, c'est déjà un stress dans le sens où on se met en action, on s'active. Et je pense que c'est peut-être un petit peu plus de ça dont tu parles, de se mettre dans la zone, mais ce n'est pas en fait un stress ou c'est plus comme une… en fait, oui, c'est une demande. C'est juste qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de stressant ou positif ou négatif. Par exemple, tu me dirais, Matt,
je veux que tu te prépares à faire ce que Alain Robert y fait. Ben oui, même si je me mets à visualiser tout ça, comme je sais que je n'ai pas les compétences, j'ai la trouille, puis le stress négatif, comme on le voit dans le tapis pour Alain Robert, de lui dire, écoute, tu vas escalader la tour du CN à Toronto, qui est quand même assez haute. Ben lui, en fait, ça l'excite. Hein? C'est un peu comme la réponse sadomasochiste. Et pourtant, c'est la même demande motrice. Donc, je pense que l'interprétation est au cœur de tout ça. Euh, Ce qui fait aucun doute, c'est parce que ça, c'est cognitif et émotionnel. Et là, ça devient glissant. Mais ce qui fait aucun doute, c'est que, par exemple, une brûlure, c'est une brûlure. Et ça, peu importe comment tu veux l'interpréter, après, bon, il y a peut-être des gens pour qui ça leur fait du bien émotionnellement, mais il faut être fait très, très fort. Mais après ma base, ce sont des stimuli qui sont contre nature et qui vont contre la survie. Alors, déjà, ça, c'est des formes de stress. Bah, je ne peux pas dire négatives parce que si on devient plus résilient à l'exposition à des stress qui sont dits négatifs, c'est quand même qu'en même temps, ça améliore notre rendement et ça nous permet d'être plus robustes. Ben, l'entraînement physique où on manque de souffle, où nos muscles sont endoloris, il n'y a rien de ça qui est très positif. Pourtant, on le fait, puis on sait qu'il y a des bénéfices, puis on répète, et il y a quand même un certain plaisir qui en ressort. Donc c'est un peu ça. Je sais que je pourrais, oui, je vais juste mettre ton micro en fait. Oui, c'est bon. Est-ce que ça répond à ta question, Matt? Oui, très bien. Je ne m'attendais pas que ça rebondisse sur le sadomasochisme, mais tout va bien. Mais oui, Ben, tu merci. sais, ici, il est 10h52, donc c'est déjà l'heure de l'apéro. Maintenant, l'apéro au Québec, maintenant, commence un peu plus tôt qu'avant. Hein. Merci, Matt. Malgré que moi, c'est quand même juste du café. Hein. C'est pas du vin, mais ça pourrait bien être du vin. Mais il faudrait que Laurence soit avec moi à Tifounet pour faire ça. Sinon, je bois juste avec Laurent, en fait. Oui, Jérémy Maury. Oui, parfait. Oui, je passe. Il y a Thomas qui dit, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est négatif s'il devient chronique et qu'il provoque un état mauvais de santé? Oui, alors le stress qui est le stress chronique déjà, qui est différent du stress aigu. C'est un stress qui est souvent là pour des mauvaises raisons. C'est davantage de l'anxiété, en fait. Et à partir de ce moment-là, oui, comme il n'y a pas de tigre qui nous court après, d'être stressé quand ce n'est pas nécessairement très grave, sur le long cours, ça cause des dommages. Et comme de fait, c'est souvent qu'on ne trouve pas des solutions à des enjeux qui sont ou immédiats ou dans le futur. Et comme de fait, ça, oui, ça, c'est dommageable et ça mène à des processus métaboliques beaucoup moins efficaces. Alors, Steve qui dit, c'est du coup un mal pour un bien, un stress qui est mauvais sur le moment, mais qui va nous améliorer. Oui, sauf qu'il ne faut pas qu'il soit trop important trop longtemps, mais absolument, une bonne séance d'entraînement, c'est un stress qui est intense, qui est de courte durée, si tout va bien. Dans le meilleur des cas, et qui va nous permettre de gagner sur une capacité. C'est ce qui fait que les sports d'endurance, et là, ce n'est pas du tout ma spécialité non plus, mais ce que je comprends, c'est que les gens qui font, par exemple, des triathlons, des marathons, des ultramarathons, le fait que ce soit sur une longue durée de temps, ce que j'ai compris, c'est que c'était quand même difficile sur les systèmes physiologiques et qu'au-delà de l'adaptation qu'on avait à faire mieux dans ces sports-là, il y avait quand même un stress important, entre autres au niveau de l'immunité. Donc, ce n'est peut-être pas l'idéal en ce moment, si on se met à faire du footing, du jogging, de dire qu'on se lance dans les longues distances parce qu'on a peut-être besoin d'être plus fort d'un point de vue immunitaire que moins fort. C'est peut-être jamais une bonne idée, mais ça l'est peut-être encore moins en ce moment. À ce niveau-là, il y a Pascal Roussin, qui est un expert de la course, qui fait partie de la communauté IP, qui va pouvoir vous en dire plus, parce que je sais qu'il a sûrement une réponse plus intelligente à ce niveau-là à vous donner. Jérémy Maury qui dit, peux-tu parler d'un ou deux réflexes archaïques en lien direct avec le stress s'il est non intégré? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas si spécifique que ça. C'est-à-dire qu'une capacité ou non à réagir au stress, c'est systémique. Ça n'a pas rapport avec un ou deux réflexes archaïques de façon plus particulière parce qu'on a besoin de tous ces réflexes-là comme étant intégrés pour être résilient, pour activer les ondes du cortex qui, justement, vont faire ce qu'on appelle du top-down regulation, de la régulation au bas. Et c'est celle-là qui va être efficace pour gérer le stress. C'est celle-là qu'on promouvoit avec une méthode comme la méthode IP. Alexis qui me dit, est-ce que tu te bases sur les tests de Braverman ou de Cloninger pour ta prise en charge de personnes comme le fait Christian Thibodeau? Alexis, absolument pas.
et c'est pas que j'y vois pas l'intérêt, c'est que pour moi, c'est un intérêt qui est secondaire, à savoir qu'une fois qu'on a casé dans un profil X, ce qui m'intéresse encore plus, c'est de savoir pourquoi on est dans ce profil-là. Et mon expérience me dit qu'une fois qu'on a optimisé les gens par une méthode comme la méthode IP, on retrouve de moins en moins de différences dans leur profil, ce qui fait que pour moi, de les codifier de façon Braverman ou Cloninger, je trouve que ça a moins d'intérêt avec des gens qui sont mieux câblés. Après, comme c'est un truc plus pour l'entraînement, puis que je ne suis pas entraîneur, je ne me prononcerai pas sur la validité au niveau des performances en entraînement. Mais ce que je peux dire, c'est que les profils neurologiques, peu importe lesquels, ils sont définitivement modulables. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de les moduler pour améliorer l'être humain. Après, de codifier les gens pour dire qu'ils sont des 1A ou des 3C, j'avoue que c'est beaucoup moins mon intérêt. Alors, on a répondu à quelques questions. On va poursuivre. C'est bien, vous êtes intéressés, c'est super cool. Alors, Joe, est-ce que tu es encore au poste? Oui, alors on descend un peu. Je vais vous parler d'un truc, comme on dit en France, un truc de fou ou un truc de ouf. La théorie polyvagale. Alors, de façon plus classique, on a toujours interprété la notion du système nerveux autonome ou pour les Français neurovégétatif comme étant un système divisé en deux. Alors, où il y avait une réponse de stress, ça c'était le jeu du système nerveux sympathique que vous voyez ici en jaune sur la diapo et ça dit « I'm in danger, I need to run or fight back ». Donc, dans l'état où on est en danger, danger, il faut interpréter de façon peut-être plus ou moins dramatique des fois, mais par exemple, j'ai un stimulus qui est un stress et je dois réagir. Alors, est-ce que je me propose pour aller plus proche de ce stress-là ou est-ce que je m'éloigne? Et dans le cas d'un ours, ben, est-ce que je me bats avec l'ours ou est-ce que je m'enfuis? Mais ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis étudiant au lycée, j'ai une rédaction à rédiger, ben, ça me crée un stress. Est-ce que je la rédige maintenant ou est-ce que je le fais demain? Ben, c'est quand même ça c'est le système nerveux sympathique. Donc, ça n'a pas besoin d'être dramatique, en fait. Le système nerveux parasympathique, donc qui est activé par le fameux nerf vague beaucoup et surtout, c'est en vert, en haut en fait, Joe, mais tu vas voir, c'est parce qu'il y a deux nerfs vagues. Et là, c'est là où on se dit, je me sens connecté avec le monde, je suis capable de faire des trucs incroyables. Je sens que je remplis ma mission de vie. Non seulement on gère bien le stress, mais on n'y pense même plus. Hein, c'est ce qu'on appelle en anglais être dans le flow. Hein, quand les choses vont bien, il y a une petite musique qui joue derrière vous pendant que vous gambadez dans la vie. Donc, c'est plus ou moins le cas pour la plupart des gens en ce moment. Et je ne vous dirai pas pourquoi je pense que c'est fait comme ça. C'est ma théorie conspirationniste. Mais ça sera sur Facebook pour ceux qui s'intéressent. Et quand ça va, mais vraiment super mal, par exemple, vous êtes dans une banque et il y a quelqu'un qui s'infiltre et qui veut prendre l'argent des coffres. Bon, il n'en reste plus en ce moment d'argent, mais pour le peu qui reste. Et là, le cambrioleur, ben, il sort un fusil et puis il menace les gens de mort. Alors là, ça se peut que vous ne soyez même pas capable de vous dire est-ce que je me bats contre le gars ou est-ce que je m'enfuis. Ça se peut que vous figiez. Et à partir du moment où vous êtes figé, c'est un système de stress qui était à peu près pas compris, qui pourtant avait été vécu par beaucoup de gens. Donc, on sait tous, quand je vous donne cet exemple-là, ce que ça peut vouloir dire, être figé de peur. Ben, c'est le vieux nerf vague qui s'occupe de ça, qui est d'ailleurs responsable de ce qu'on appelle le choc vagal, qui est une réaction très intense de stress qui appartient au système du nerf vague, mais qui n'est pas du tout positive en soi. Donc, après, il fallait voir qu'il n'y a pas juste un nerf vague, mais qu'il y en a deux. Et qu'il y en a un qui est plus récent, qui est celui dont on parle toujours. Et il faut le faire parce que c'est important, mais il faut comprendre qu'il y en a un qui est plus ancien et que quand on vit du stress très intense, trop longtemps, eh bien, on n'est même plus dans la capacité à vouloir se battre ou réfléchir à comment on va se battre. On vient dans l'immobilisme, l'immobilité et la dépression. Et la dépression, c'est le fait du nerf vague ancien. C'est quand il n'y a plus d'action,
c'est quand on n'a plus d'intérêt et c'est encore pire que l'anxiété. L'anxiété appartient à la zone intermédiaire qui est un peu plus le système nerveux orthosympathique. Donc, si j'ai à choisir, est-ce que je veux être anxieux ou déprimé? Perso, je vais choisir anxieux. Je ne vous dis pas que c'est le top, je vous dis que ça permet une action quelconque et on a des chances de monter l'escalier de la performance vers le vague nouveau qui va permettre, entre autres, la socialisation. Et la socialisation, c'est intéressant parce qu'en ce moment, on nous demande d'être dissocié. Je comprends, mais il ne faut pas non plus se dissocier complètement. Et c'est pour ça que les rencontres qu'on fait tous les lundis sont vraiment importantes pour notre santé mentale. Parce qu'en fait, une des fonctions du nerf vague nouveau, c'est la socialisation. Et c'est en socialisant qu'on améliore nos chances de survie. Hein, ça prend une équipe pour réussir quoi que ce soit d'intéressant. Ben, c'est un peu ce concept-là qui a toujours été vrai. Hein? Toutes les espèces qui nous ont précédés se sont toujours bâties en communauté. Et s'il y a une des raisons qui explique pourquoi CrossFit est si populaire en date d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont capitalisé sur ça à fond la caisse. Et puis, ben, bravo parce que ça fonctionne et c'est une des raisons du succès de cette entreprise-là. Alors, on passe à la page 13. Donc, Joe, oui, tu peux descendre un petit peu. Alors, le système nerveux autonome, ben, il est décrit à droite dans l'image, à gauche, je vous l'ai mis en français. Ben, il y a le système nerveux sympathique qui est fait pour l'action, la mobilisation pour répondre au stress. Alors, encore là, ce n'est pas en soi mauvais, c'est juste que pour répondre au stress, si tu es pour faire des squats, ben, c'est un stress, il faut activer ton système nerveux sympathique. Il va rigidifier le tonus des muscles. En soi, c'est bien. C'est si ça dure trop longtemps quand vous ne faites plus vos squats que c'est problématique. Il y a le système nerveux parasympathique qui, lui, fait intervenir le nerf vague dont tout le monde parle, qui est, le nerf vague dont personne parle, qui est l'ancien. Et l'ancien, il est pour l'immobilisation et il est sous-diaphragmatique. Donc, autrement dit, il va innerver les organes en dessous du diaphragme et il va être responsable, entre autres, de la constipation. Il va bloquer le système. En fait, il va diminuer les dépenses énergétiques. Donc, ça peut être correct pour un certain temps. Par exemple, si on est en danger de mort et qu'on fige pour ne pas se faire reconnaître, pour ne pas se faire apercevoir, c'est l'idée de ce système-là. Mais si ça persiste trop longtemps, eh bien, ça ne fonctionne pas parce qu'on est dans l'immobilité, dans l'immobilisation. Et ça mène à la mort d'une façon ou d'une autre. Le nerf vague nouveau, donc ventral, lui, il est fait pour la socialisation et les supradiaphragmatiques, donc il va innerver des structures au-dessus du diaphragme. Entre autres, il a des relais sur les muscles du visage et de la bouche. Alors, c'est par les muscles du visage qu'on montre de l'expression, qu'on socialise. C'est ce qui fait que souvent, on n'a pas besoin de dire grand-chose et on comprend très bien l'intention ou l'expression de l'autre juste de par les traits du visage. Et ça, c'est en fait universel. Donc, à droite, ben, c'est un peu plus détaillé, c'est en anglais. Ben, je vous laisserai lire ça par vous-même, mais c'est pour dire que déjà, le système nerveux autonome, il faut y ajouter la notion du vieux nerf vague. On y va pour la diapo 14, Joe. On peut alors penser que le stress physique est particulièrement important dans l'équation de l'homéostasie, comme la sécurité physique est, pour tout organisme, la principale préoccupation. Je pense que j'ai mis exactement le même texte sur 2 diapos différentes et je pense que c'est une erreur, mais en même temps, c'est tellement important que ce n'est pas une mauvaise chose de le dire. Donc, au final, l'activité du système nerveux autonome dont on vient de parler, elle est importante, mais elle est gérée par les composantes neurologiques qui vont créer le mouvement. Donc, quelqu'un qui n'a pas accès à son plein potentiel de mouvement ne pourra pas activer de façon optimale le nouveau nerf vague et ce sera ce nouveau nerf vague dont l'origine est le noyau ambigu, on va le voir plus tard, mais qui va permettre une gestion optimale, un profil immunitaire optimal, qui va permettre la socialisation, qui donne des meilleures chances à la survie. Vous savez qu'il existe en médecine fonctionnelle, et c'est peut-être vrai en micronutrition, toute une
toute une philosophie maintenant qui s'appelle la médecine communautaire. Alors, il y a des études sur ce sujet-là où on décrit en fait que de par le profil communautaire, on réussit plus facilement à guérir de maladies. Alors, c'est vraiment fait pour les pathos et c'est le lien direct entre l'aspect communauté et les pathologies. Alors, autant physique, cognitive que émotionnelle. Donc, après, ben, d'avoir accès aux nerfs vagues nouveaux pour socialiser, ben, c'est peut-être une des clés trop peu souvent discutées qui peut nous amener dans une santé meilleure, mais de façon vraiment très générale. Donc, l'idée de la diapo qu'il y a là, la 14, c'est qu'il faut quand même considérer que le stress le plus vicieux, c'est peut-être le stress physique, même si c'est celui auquel on pense le moins quand on parle de stress, parce que la capacité à pouvoir gérer le stress physique va nous donner des ressources, des munitions pour pouvoir gérer les stress plus subtils. Et c'est dans cet ordre-là que ça se fait. Et pour passer à ce paradigme-là, il faut penser à l'ordre de l'évolution des espèces qui nous ont précédés et il faut en revenir aux bactéries et aux archées qui vivaient du stress physique, mais pas cognitif et surtout pas émotionnel. Et nous, notre origine, elle est celle-là. À la diapo 15, ben justement, on parlait du nouveau nerf vague et l'immunité. C'est un sujet qui est très populaire en ce moment. Ben, l'activité sympathique ou l'hyperactivité du système nerveux sympathique, lorsqu'elle est libérée, il va avoir un… En fait, je vais vous le lire autrement. On a trop souvent dit que le problème, c'était en fait quand les gens sont stressés au niveau du système nerveux autonome, que le système nerveux sympathique, il était trop activé. Alors, on a blâmé le système nerveux orthosympathique comme étant la cause du stress. Mais ça, c'est parfaitement faux. Le problème, en fait, ce n'est pas le système nerveux orthosympathique, c'est la gestion. Et là, il faut bien regarder mes mains. Et pour ceux qui écouteront en différé, jusqu'à maintenant, on n'a pas été capable d'extraire la vidéo, on n'est que capable d'extraire l'audio. Donc, je vais vous le décrire. Donc, on a le système nerveux orthosympathique qui est ma main du bas et qui en soi est là pour créer des réponses au stress, qui n'est pas nécessairement mauvais. Et ce n'est pas en fait que l'orthosympathique vient hors de contrôle, c'est le fait que le nerf vague nouveau n'est pas capable de gérer l'orthosympathique. Donc, le vague nouveau, d'un point de vue d'évolution, il est apparu dans le temps après le système nerveux orthosympathique. Et son job, en fait, c'est de neutraliser, de gérer, de tempérer les effets du système nerveux orthosympathique. Donc, le problème en soi, lorsqu'on est immunosuppressé et que la cause est le stress, ce n'est pas le stress, ce n'est même pas la réaction dans l'organisme au stress qui est le fait du système nerveux orthosympathique, c'est le fait que le nerf vague nouveau ne joue pas son rôle pour régulariser la réponse qui vient de l'orthosympathique. Donc, il faut arrêter de blâmer toujours le système nerveux sympathique. C'est vrai que c'est lui qui va amener des conséquences négatives, mais pas en soi. C'est le fait qu'il n'est pas bien chapeauté, qu'il n'est pas bien sécurisé, qu'il n'est pas bien gardé par le système nerveux parasympathique, mais celui dont on parle vraiment toujours, en fait, donc le nerf vague nouveau. Et c'est en optimisant le nerf vague nouveau qu'on a une gestion possible du stress. Et c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs avec la méditation, ce qui est très, très bien. Je trouve que c'est un peu superficiel, mais c'est super bien parce que ça fonctionne. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à une méthode sans exclure les autres qui est encore plus puissante parce qu'elle répond davantage à notre besoin de survie? Méditer, ça ne vous aide pas à survivre. Et c'est là où, pour moi, c'est moins intéressant qu'une approche de motricité parce que quelqu'un qui maîtrise plus son système locomoteur, il est en meilleure capacité de survie et c'est ce qui fait qu'il a un enjeu meilleur sur la réponse de stress. Il est aussi, par le fait même, capable de mieux activer le nerf vague nouveau, qui est, lui, responsable de gérer le système nerveux orthosympathique. Alors, on y va à la diapo 16. Une chance que j'ai fait 2 parties sur ça parce qu'on serait ici jusqu'à demain matin. Il me reste quelques diapos, donc pour ceux qui ont d'autres trucs à faire, soyez rassurés. Donc, vous voyez ici, on a la notion de la théorie polyvagale versus le comportement. Eh bien,
il y a 3 types de fibres qui sont intéressantes. Les fibres de type 3, en fait, c'est les fibres du nerf vague nouveau. Alors, elles sont myélinisées, ce qui veut dire que go, 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 ça y va au toast. La vitesse, elle est rapide. Et puis pour les 2 autres systèmes, vous voyez, les fibres de type 1, c'est les fibres du nerf vague ancien. Elles sont non myélinisées. Donc, vous voyez, on n'est vraiment pas fait pour être immobile parce que les fibres du nerf vague ancien qui permettent l'immobilisation dans leur rapidité de conduction, comme elles ne sont pas myélinisées, c'est quand même un système qui est plus lent. Donc, on est vraiment fait pour la socialisation, on est vraiment fait pour avoir un système immunitaire qui est fort. Et entre les deux, il y a la réponse du corps à des stress. Et ça se joue au niveau du système adrénosympathique, donc orthosympathique, et c'est au niveau de l'attaque ou de la fuite. Donc, vous voyez, en fait, on développe un peu le comportement de notre système nerveux. Ce n'est pas vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas accès à l'activation du nerf vague nouveau, on vit plus dans un système d'attaque et de fuite. Donc, ça donne quoi? Ça donne finalement le fait qu'on est toujours plus dans un état stressé où c'est mal géré. Et ça, vous allez le voir dans le profil de personnalité des gens. On regarde un peu leur réponse à des stresseurs de la vie de tous les jours, puis on se dit, mon Dieu, mais il me semble que ce n'est pas si pire que ça. Et pourtant, pour eux, c'est vraiment très, très grave. Et essayer de les convaincre de d'autres choses. C'est très difficile si on passe par la conscience. Si on passait par, entre autres, la mitochondrie et la motricité, je pense qu'on y arriverait plus vite. Et puis, le profil de personnalité des gens qui sont plus souvent en 3, c'est des gens qui ont, par exemple, une pensée qui est plus axée vers l'affiliation, donc vers le fait d'aller vers les autres. Ce qui est nécessairement bon, non seulement pour les affaires, mais pour la vie personnelle aussi. Donc, ça, c'était intéressant parce que ça me donne un petit peu l'idée de comment la physiologie de ces systèmes-là fonctionne. Et du fait que, parce qu'il y a des gens qui sont défaitistes, puis on est fait pour avoir une vie difficile. On est peut-être fait pour le stress, mais pas nécessairement pour avoir une vie difficile parce qu'on n'est pas fait pour être immobilisé. On est définitivement fait pour bouger. Ça, c'est d'autant plus convaincant, même quand on regarde la physiologie d'un système qui est en fait même pas fait pour le mouvement, mais qui est le système nerveux autonome. On va passer à la page 17. Alors, ça a été tiré d'un livre dont j'oublie le titre. Donc, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous le donner, c'est qu'à un moment donné, j'oublie ce que j'ai lu. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en 3 sections, vous avez en rouge le développement biologique et psychomoteur. Ça, c'est la motricité, en fait. Ça, c'est le développement du système nerveux avec les muscles. Et en fait, plus que ce développement-là se fait bien, plus qu'on a accès aux 2 autres catégories de développement qui sont secondaires. Et pas pour dire pas importantes, mais vraiment secondaires dans le sens qu'elles sont dépendantes du développement psychomoteur. Vous avez le développement psychoaffectif et émotionnel, c'est pas rien, et le développement mental. Et plus qu'on est capable d'avoir accès à ces systèmes, plus qu'on s'éloigne du système vague ancien, qui est vraiment là pour gérer la peur, et plus qu'on s'avance vers le système vague nouveau qui est là pour activer le parasympathique, donc la digestion, l'immunité et la socialisation. D'ailleurs, ces 3 phénomènes-là sont nécessairement reliés et c'est sûrement pour ça que la médecine dite communautaire ou de communauté est efficace parce que par le fait même de vivre en communauté avec des gens qu'on aime, ça active déjà le système vague nouveau et ça active déjà le profil immunitaire. Donc, l'idée après, c'est de s'entourer de gens qu'on aime bien et qui nous amènent à évoluer de façon positive. Et c'est un peu ça le CrossFit. J'y reviens parce que c'est super intéressant de voir à quel point ça s'est développé à l'intérieur du CrossFit. Alors, ça complétait la section sur la théorie polyvagale. Je vais regarder les questions qui ont été posées avant d'ouvrir les micros. Alors, il y a Jeff qui dit est-ce que le stress chronique a un effet sur les capacités de perception visuelle? Oui, Jeff, en fait, c'est qu'une partie de ton système visuel appartient au système nerveux autonome et la capacité du cristallin et de la pupille à fonctionner pour pouvoir voir de près
ben, il faut entrer dans un mode parasympathique pour y arriver. Donc, exemple concret, tu as un examen de la vue aujourd'hui, tu es super stressé parce que tu as un examen à l'école 3 heures plus tard, ben, ça se peut que tes données optométriques soient négociées vers le bas, c'est-à-dire que ça se peut qu'on te donne une prescription par la suite que tu trouves plus ou moins confortable et tout simplement parce qu'au final, ben, ta capacité à voir, elle est non seulement dépendante d'un système, en fait, c'est qu'elle est entre autres dépendante du système nerveux autonome. Donc, moi, j'ai eu un formateur dans ma vie qui s'appelle, ah mon Dieu, je suis rendu à cet âge-là où j'oublie les noms. Ah, c'est épouvantable. Ouais, ah ouais, c'est en direct, là, ça arrive. Je viens de vieillir devant vos yeux. Ça vient d'arriver. C'était un optométriste au Québec qui avait 48 ans de métier avant que l'Ordre des optométristes le foute dehors. 48 ans de métier, ça le dérangeait plus ou moins. Et puis, il y a Francis Letourneau qui sait exactement de qui je parle parce qu'on a fait les cours avec lui. Et cet optométriste-là, en fait, je vous mettrai les noms tantôt, là. C'est sûr que je vais le retrouver. Et Guy Duchemin. Guy Duchemin. Je vais l'écrire dans le chat, comme ça, ben, vous pourrez toujours revenir dessus. Il est sur Facebook. Je ne vous dirai pas qu'il est super actif, mais il est sur Facebook. Et Guy Duchemin, c'était un optométriste qui se dit maintenant consultant en vision. Et moi, j'ai suivi un cours de 48 heures avec lui. Vraiment, c'est un truc de fou sur tout ce qui était mouvement oculaire. En fait, le cours s'appelait Mouvement oculaire et dérangement musculaire. C'était vraiment c'est un super complément à la motricité puis à la posturo. Et entre autres, ce qu'il nous disait, ben, en fait, c'est que oui, lui, dans sa vie comme optométriste, il s'assurait que l'état d'esprit du patient était le plus possible optimal parce que sinon, ben, il n'y avait pas une bonne mesure. Mais Guy Duchemin, il fait aussi le lien entre le système de médecine chinoise, la vision. Non, vraiment, il n'y en a pas deux comme Guy Duchemin, là. Sinon, un autre top au niveau de la vision qui, lui, est aussi sur Facebook. Et puis, c'est la sommité au niveau de ce qui est posturologie, vision. C'est Orlando Da Silva. Et Da Silva, je vous ai mis son nom ici. En fait, je l'ai juste envoyé à Jonathan. Donc, donnez-moi 2 secondes. C'est parce que là, ouais, Joe, si tu veux les remettre, parce que moi, je suis codé en ce moment pour dire que je t'envoie juste à toi des trucs, mais je les ai mis dans le chat. Donc, parfait. Merci, Joe. Donc, Guy Duchemin, Orlando Da Silva, ce sont des gens qui peuvent te donner une réponse encore beaucoup plus complète que la mienne. Mais c'est quand même que, oui, dans la vision, il y a l'impact du système nerveux autonome qui joue. Et à ce moment-là, il faut être dans un état neutre lorsqu'on fait faire un examen de la vue, sinon ça peut être biaisé. Et dans la communauté IP plus particulièrement, on a un optométriste qui collabore beaucoup, qui est Jonathan. Ah mon Dieu, mais les noms aujourd'hui, c'est vraiment épouvantable, hein. Goyard, Julien, ben oui. Si tu écoutes Julien, je m'excuse, là, évidemment, comme tu vois. Alors, c'est Jonathan qui va vous remettre le nom. Il s'appelle Julien Goyard Ruel. Ben, c'est un optométriste qu'on a à Montréal qui est formé en rééducation visuelle. Donc, lui aussi va pouvoir Matt, je répondre à me toutes vos permets questions. juste, Oui, oui, il faut vas-y, vas-y. cliquer sur les 3 petits points à droite du chat Oui, et tu verras, après derrière, sur mon nom, pardon, et après tu peux oui, mettre tout le monde avec moi. t'es gentil. Je viens de le faire. T'es super gentil. Alors, everyone public. Ça Je l'ai semble mis pas quand même. changer la donne, mais bon, écoute, Je l'ai mis quand ouais, même. j'ai cliqué sur. OK, t'es gentil. Alors oui, Non, comme de non, mais fait, attends, en fait, il faut, oui, là où c'est marqué dans le chat A, 2 petits points, tu dois avoir marqué Jonathan. oui. Tu cliques sur le déroulant, tu remontes tout en haut, il y a marqué tout le monde. Tout le Ah oui, monde. bravo, merci. Ah oui, là, on y est. Parfait, merci. Ah, on apprend, hein. Moi, j'adore les logiciels, c'est vraiment mon truc. Ah, merci de m'aider, c'est gentil. Donc, 3 ressources pour tout ce qui est oculaire. N'hésitez pas à leur poser des questions. J'espère que ça a répondu. Oui, c'était quand même complet. Alors, je reviens sur les questions. Le document, est-ce qu'il est téléchargeable? Oui, il est sur le groupe IP privé. Je l'ai aussi mis sur mon profil personnel sur Facebook. Alors, il est disponible pour tout le monde.
Oui, alors, question de Morgane, est-ce qu'il y a un moyen d'agir sur ce nerf vague nouveau? Oui, j'y arrive, mais en fait, oui, j'y arrive. Ça s'en vient. Du coup, si quelqu'un a des immaturités au niveau des patrons moteurs, mais cherche à se socialiser, ça sera moins efficace. C'est exactement comme ça qu'il faut l'interpréter, Joe, parce qu'en fait, l'activation des nerfs crâniens 5 et 7, elle va passer par l'activité du cortex cérébral. Et le cortex cérébral, sa job numéro 1, c'est le mouvement. Donc oui, quelqu'un qui a des patrons moteurs qui ne sont pas intégrés aura moins accès à la contraction des muscles du visage, en fait. Donc, oui. Donc, la socialisation passe par l'acquisition des patrons moteurs. C'est exactement comme ça qu'on peut le voir. Est-ce que le stress est générateur de perte de mémoire et surtout des noms? Oui, parce qu'en fait, le stress et l'activité de stress, en fait, au niveau du cerveau, va noyer un peu le cortex préfrontal. Et ça va jouer négativement sur, en fait, sur la capacité de mémoire de travail, entre autres. Donc, je dois en avoir un petit peu plus que je veux l'admettre. Alors, oui, ça c'est bien, c'est répondu. OK, parfait. Alors, je lance l'appel à tous. Si vous n'avez pas grand-chose à dire, gardez le micro fermé. Sinon, Ça va être si vous chaud. En avez fait, des t'es questions bien. par rapport à la théorie polyvagale, je réponds à l'instant. Ah ouais. T'as mis la pression. Ah bon? Alors, Et de quoi? est-ce qu'il y a des questions par rapport à la théorie polyvagale? Ah ouais. C'est bon. Ouais, elle avait 95 ans, mais elle avait pas de. Ouais, c'est comme l'aîné, tu vois. Ouais. Je vais refermer les micros à ce moment-là. Bon, j'avoue qu'à 95 ans, c'est quand même une bonne vie, là, que ce soit le coronavirus ou autre chose, c'est quand même pas mauvais tout ça. Donc, Morgane, ici, un problème de développement moteur influe sur la socialisation? Oui, par le fait même. Et si certains... Oui, bon, c'est vrai, bravo. Ah ben oui, ben c'est ça, hein, il y a de tout dans la vie, hein, Morgane. Je vais donner la question de Morgane, c'est comment est-ce que ça se fait qu'il y a certaines personnes qui soient très sociales et qui n'ont pas forcément un bon développement moteur? Eh bien, c'est parce que, en fait, le développement moteur, c'est loin d'être le seul facteur qui active la socialisation. Je vais vous donner l'exemple au hockey sur glace au Canada. Dans les années 70, on avait un mec qui s'appelait Guy Lafleur. Et Guy Lafleur, c'était le joueur de hockey qui faisait rien comme il aurait dû. C'est-à-dire que c'est le mec qui portait pas de casque, donc déjà au niveau de protection, c'était pas top. C'était le mec qui fumait. C'est le mec qui buvait aussi beaucoup d'alcool. Et c'est le mec qui traînait dans les bars de danseuses à n'en plus finir. Et c'était vraiment le joueur le plus performant de l'équipe, qui était les Canadiens de Montréal, qui à l'époque était vraiment une équipe de performance. Et ça, c'était l'exception qui confirmait la règle, c'est-à-dire que ce gars-là faisait absolument rien de ce qu'un athlète de haut niveau devait faire et pourtant, il était de loin meilleur que tous les autres. En plus, il était charismatique et c'était le joueur préféré de toute la ville. Alors, après, il y a des gens qui ont des patrons moteurs parfaitement non intégrés ou à peu près, qui tiennent à peine debout puis qui sont super sociables. Donc, il faut comprendre que dans tous les cas, moi, ce dont je vous parle, c'est quand même que c'est une parcelle de l'équation. Je ne vous dis même pas que c'est la plus importante, hein, mais de toute façon, je ne connais que ça. Donc, je vous parle de ce que moi je connais, du fait que c'est applicable et après de voir les résultats qu'on peut aller chercher chez les gens. Mais c'est sûr qu'après, tout est multifactoriel. C'est-à-dire que, par exemple, on regarde d'un point de vue génétique, Steffi Graf et puis André Agassi. On peut penser que leur enfant va être bon au tennis. Sauf que si le gamin se met jamais à jouer au tennis et qu'à l'âge de 67 ans, ça lui tente de s'y mettre, ça se peut que moi, Matt Boulay, qui a joué au tennis depuis 30 ans, je le plante. Et pourtant, c'est quand même l'enfant de André Agassi et Steffi Graf. Donc, la génétique fait partie du jeu, l'environnement fait partie du jeu et en fait, tout fait partie du jeu. Sauf que la motricité, c'est un des aspects, c'est un des ingrédients de la recette. Mais si vous n'avez qu'un ingrédient, justement, vous n'avez pas de recette. Alors, il y a Julien.
Ouais. Comment reconnais-tu les personnes qui ont du mal à accéder au système vague nouveau? Alors, Myriam, c'est une excellente question. En fait, euh, on reconnaît les gens qui ont de la difficulté à performer de par les gens qui ont des patrons moteurs qui ne sont pas intégrés. Et c'est un peu ça le truc derrière la méthode IP, c'est d'avoir accès à des outils pour tester et puis pour améliorer les patrons moteurs, à savoir après toutes les répercussions positives, parce que c'est que du positif, en fait, que ça peut avoir. Donc, après, moi, si les gens sont sociables ou non, c'est un truc, mais c'est un truc très secondaire. C'est-à-dire que, comme on dit, il y a d'autres causes qui jouent sur tout ça. Donc, ça répond quand même à peu près aux questions. Donc, oui, on y va vers les exercices. Comme d'habitude, je vous donne les sources parce que ce n'est pas moi qui les a créés. Donc, Joe, on s'en va à la page 18. Alors, on va parler des patrons moteurs de façon… En fait, oui, les exercices, on y arrive, mais je vous parle des patrons moteurs de façon un peu plus générale. On s'en va à la page 19. Alors, comment activer le nerf vague nouveau? La réponse est dans la diapo 19. Donc, vous faites un encadré avec ça, vous l'imprimez, vous le mettez dans votre bureau, vous le montrez à vos clients. Donc, le nerf vague nouveau qui vient du noyau ambigu, il connaît une double connexion, donc une connexion bidirectionnelle avec les aires corticales frontales, dont l'aire 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ce n'est pas pour vous donner des chiffres, c'est pour dire que ce sont les connexions cortico-bulbaires. Et par exemple, la zone 4, 6, c'est pour le mouvement et la zone 8, c'est pour le mouvement des yeux. Alors, c'est pour vous dire qu'à partir du moment où vous activez votre système moteur, c'est la façon ultime, optimale d'activer le nerf vague nouveau. Alors, il faut passer par l'intégration des patrons moteurs. Le 6, l'air 6, c'est pour la posture. La 4, c'est pour le mouvement. Et la 8, c'est pour le mouvement des yeux. Alors, quand on active le système, quand on se met à bouger, on a accès au nerf vague nouveau. Est-ce que c'est la seule façon? Non, mais c'est celle qui est la plus imposante parce que la raison même du système nerveux, la plus primitive, c'est d'interpréter des stimuli pour donner du mouvement. Ça, c'est la carte sensorimotrice. À la base, elle sert à ça. Donc, si on respecte le système nerveux pour ce qu'il est vraiment fait et qu'on le travaille dans ce sens-là, on a accès de façon beaucoup plus puissante à toutes les projections qu'il va donner, entre autres celles sur le nerf vague nouveau. On passe à la diapo 20. Alors, c'est ce qui nous fait dire que le parasympathique, il est régulateur du sympathique et non l'inverse. Donc, un trouble orthosympathique, ce n'est pas un trouble orthosympathique. En fait, c'est que le parasympathique ne joue pas son rôle et on est sûrement en présence d'une sous-activité corticale qui, elle, devrait activer le parasympathique et jouer sur le fait de contenir le système nerveux orthosympathique et la réponse au stress. Donc, vous voyez que c'est loin d'être le stress le problème. Alors, c'est quand l'activité vagale s'abaisse ou se déprime que le tonus sympathique devient anormalement élevé. Et l'activité vagale, si elle est déprimée, c'est que les projections corticobulbaires ne sont pas efficaces. On passe à la page 21. Donc, le nerf vague récent, il a son origine, comme on le disait, dans le noyau ambigu. Il est myélinisé, même s'il ne représente que 3 % des fibres du nerf vague. Et si ce n'était pas de cette branche, au repos, le cœur battrait à 100 battements par minute. Donc, après, quand les gens me disent qu'ils sont stressés et ils ne savent pas trop pourquoi, des fois, ils savent, puis on se dit, bah, finalement, est-ce que c'est vraiment un gros stress ou est-ce que ce n'est pas supposé être un petit stress? Vous voyez, c'est pour ça que je ne crois pas à la notion de stress ou de stress négatif parce que en soi, ça n'existe pas, ces choses-là. Mais il y a l'interprétation du système nerveux et il y a la capacité à régulariser tout ça. Et comme de fait, si le système nerveux parasympathique ne fonctionne pas bien, par le fait même, on a une augmentation au niveau des fréquences cardiaques. Et bien ça, oui, ça crée du stress sans même savoir pourquoi. On passe à la page 22, qui est une répétition. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis ça. Alors, à la page 23. Donc, oui, à la page 23, vous avez les exercices. Donc, la motricité, c'est quand même large et dans le contexte d'une formation comme celle d'aujourd'hui, je suis allé avec des exercices de locomotion de 4 pattes qui sont quand même
une des clés de l'intégration d'un paquet de réflexes primitifs, une des clés d'intégration d'un paquet de patrons moteurs. Et à ce moment-là, j'ai pris les exercices chez, ils se nomment, ces gens-là, Redefining Strength. Vous avez le lien, vous irez vous inscrire à leur page YouTube et ils ont sur le document 21 variations du 4 pattes. Ce qui n'est pas rien parce que bon, dans les cours de IP, on en a déjà vu quelques-unes, mais je vous en présente 2 qui n'ont pas été vues jusqu'à maintenant dans les cours de IP, qui peuvent être intéressants. Donc, à la page 24, on a ce qu'eux appellent le Traditional Bear Crawl, donc la marche de l'ours dite traditionnelle, où en fait, c'est un 4 pattes, mais où il y a vraiment le bassin monté vers le… Oui, on a une flexion de la hanche qui est très importante. Et à ce moment-là, on va se promener en mode 4 pattes. Donc, on avance la main droite, le pied gauche, la main gauche, le pied droit, et tout ça dans l'ordre. Bon, je vous ferai ma petite démonstration dans mon salon, mais ça sera pour la prochaine fois. Si vous cliquez sur la vidéo, c'est beaucoup mieux exécuté avec la dame. Et si on va à l'exercice… Suivant, à la page 25, vous avez à ce moment-là ce qu'ils appellent le circle crawl. Et ça, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, c'est un 4 pattes qui se fait, mais de façon à faire un mouvement de rotation alentour d'un point qui est finalement devant nous. Donc, nous, on va faire un cercle avec notre corps. Et l'idée, c'est de maintenir le centre au centre. Donc, c'est Est-ce que je peux revenir? Oui. Alors, rapidement, le lien entre le nerf vague nouveau et la socialisation, c'est que le nerf vague nouveau qui a l'origine dans le noyau ambigu, il va connecter dans le tronc cérébral sur le nerf crânien 5, qui est pour l'occlusion, la manducation, mais aussi sur le 7, qui est pour l'expression faciale. Donc, la connexion, elle est là, Jérémy. C'est un peu ça l'idée. C'est la connexion entre le vague nouveau, le 5 et le 7. Okay. Ça me fait plaisir pour le partage d'infos. Moi, je trouve ça super que vous aviez été avec nous. Ça me permet d'apprendre à connaître pas mal de monde que je connais peut-être des fois de loin. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis quand même toujours assez disponible, mais d'autant plus dans les semaines qui vont venir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je rappelle à tout le monde, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'Institut IP, n'hésitez pas à aller sur le site web. On a un e-book maintenant gratuit qui vous explique un peu comment on travaille et pourquoi on pense que c'est cool. À l'Institut IP, on a les étudiants les plus cool. C'est pour ça qu'on a les IP Vibes et qu'il n'y a personne d'autre qui a les IP Vibes. Et ça, vraiment, pour ceux qui ont fait les formations, ils savent exactement ce dont je parle. Tata qui me dit Original Strength, c'est pas mal aussi dans la même lignée que Ground Force. Bon, alors j'imagine qu'il y a des méthodes qui se ressemblent. C'est vrai que je ne les connais pas toutes, mais je suis content de savoir que vous partagez ça parce qu'entre vous, vous allez pouvoir faire des découvertes. Et c'est vraiment ça l'idée. Donc, lundi, 10h, heure de Montréal. Et ça vous donne, c'est quoi? C'est 16h, je crois, en France, Greg? Oui, merci. Je te voyais à l'écran. Donc, 16h, heure de France, il y aura la partie 2 de motricité versus stress. Et puis, si entre-temps, vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser savoir. Sur ce, je dis à tout le monde bonjour et à la prochaine. Bye bye.
Mm-hmm.